Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Au passage, je vous raconte mes aventures d'apprentie autrice parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Dans ce 9e épisode de La Page Sensible, je vous parle du dernier roman d'Hannah Hope, Nos Espérances, en anglais Expectation, qui pour une fois n'est pas un de mes livres préférés, mais sur lequel j'ai envie de vous raconter plein de choses, parce que ce roman contemporain sur l'amitié féminine, la maternité et les questions existentielles de 3 trentenaires m'a d'abord intriguée, puis agréablement surprise, et enfin un peu déçue, malheureusement. Et je vais vous expliquer pourquoi en première partie du podcast. Ensuite, côté écriture, je vous dirai en quoi j'essaye de lire comme une écrivaine, ce qui me paraît encore le meilleur moyen d'apprendre l'art de l'écriture de romans. Et j'ai choisi ce sujet pour aujourd'hui parce que si Nos Espérances m'a autant intéressée malgré quelques couacs, eh bien c'est justement parce qu'il m'a donné plein de grains à moudre pour le manuscrit que j'écris en ce moment. C'est parti. Côté lecture, je vous parle donc de Nos Espérances d'Hannah Hope, qui est sortie en octobre dernier en Grande-Bretagne. Hannah Hope, c'est une jeune écrivaine et également une actrice. Et elle nous raconte dans ce roman donc tout récent l'histoire de 3 londoniennes dont on peut imaginer que le quotidien est assez semblable à ce qu'elle peut vivre elle-même. Et ces 3 londoniennes de 35 ans sont amies depuis l'enfance ou la fac, selon. Il y en a 2 qui se connaissent depuis très longtemps et les 2 autres depuis moins longtemps. Il s'agit de Kate, Hannah et Lisa. Toutes 3 ont leurs rêves, leurs questionnements existentiels, leurs jalousies cachées, et notamment un rapport très différent à la maternité. Et à travers les 4 saisons de cette année de leurs 35 ans, ces 4 saisons qui sont elles-mêmes entrecoupées de flashbacks du passé à des 3 jeunes femmes, eh bien, pendant ces 4 saisons, elles vont se frotter à des choix de vie cruciaux qui vont notamment mettre à mal leur amitié. Voilà, ça c'est l'histoire de Nos Espérances. Je tiens à préciser que le titre en anglais Expectation rajoute une petite nuance que l'on n'a pas dans le titre français. Je pense que c'était absolument intraduisible. Nos Espérances, ils s'en sont pas mal sortis, sachant que l'autrice s'appelle Hannah Hope et Hope en anglais ça veut dire espoir ou espérer. Mais en anglais, le titre Expectation peut avoir d'autres subtilités, notamment le fait que to expect en anglais veut dire avoir des attentes, s'attendre à quelque chose. Donc ça peut nous renvoyer aussi à ce qu'on souhaite pour sa vie future notamment, et qui ne va pas forcément arriver. Et dans l'idée de expectation, il y a aussi l'idée de possible déception, plus je trouve que dans le mot français espérance. Et il y a également la signification d'être enceinte. Quand on dit qu'une femme expect en anglais, ça veut dire par euphémisme qu'elle est enceinte. Et ça, c'est une précision importante parce que la question de la maternité et notamment le fait d'être enceinte, pour ces 3 femmes de 35 ans, comme on peut l'imaginer, c'est une question assez centrale et en tout cas, c'est une question centrale dans ce roman. En ce qui me concerne, eh bien, j'avais pas mal d'espoir lié à ma lecture et pas mal d'attentes justement liées à ma lecture de Nos Espérances. Déjà parce que j'en avais entendu parler dans un podcast américain, et qui m'avait fait très envie. La chronique que j'avais entendue m'avait vraiment donné envie. Je m'étais dit, tiens, ça a l'air de parler de préoccupations de femmes de ma génération, quelque chose que je retrouve notamment chez Sally Rooney, à qui j'ai consacré le premier épisode de ce podcast. Et d'ailleurs, ce livre sur la couverture est littéralement vendu comme l'héritage de Normal People, qui est le grand best-seller de Sally Rooney. On est vraiment sur quelque chose qui est censé parler aux femmes de ma génération. Donc les jeunes femmes de ma génération. Il y a une copine qui m'a dit « Tiens, est-ce que tu voudrais pas lire ça ?» Elle me l'a mis entre les mains et j'ai dit « Ah bah génial, oui, je voulais le lire. » Et j'ai commencé à lire et j'arrivais pas très bien à accrocher. On va dire les 40 premières pages, j'avais un peu du mal et je me disais « Aïe, je crois que je vais être déçue. » Et puis finalement, à la 47e page très exactement, je sais parce que j'ai mis un petit marque-page à cet endroit, j'ai commencé à me dire « Ah, il y a quelque chose. Ça y est, je commence à comprendre pourquoi ce livre a eu ces bonnes critiques que j'ai entendues. » Et au moment où j'ai enregistré l'épisode d'il y a 2 semaines, le dernier que vous avez entendu,
J'étais en plein milieu du roman et je me disais « Oh là là, c'est génial, ça me rappelle plein de choses, ça me fait beaucoup d'écho à ce que je suis en train d'écrire moi-même dans mon propre manuscrit, ça me fait beaucoup réfléchir. Il faut absolument que j'en parle dans le prochain épisode. » Chose que je ne fais pas d'habitude. Normalement, je planifie beaucoup plus longtemps à l'avance les livres dont je vais parler dans les épisodes du podcast. Mais là, je me suis dit « Allez, coup de tête, j'en parle dans le prochain épisode. » Et du coup, je l'ai annoncé dans l'épisode d'il y a 2 semaines. Juste après, j'ai terminé le roman et la patatras. En gros, le dernier, peut-être pas le dernier quart, mais on va dire les derniers 20% du livre m'ont énormément déçue. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vous présente non pas un livre qui ne m'a pas plu, absolument pas, mais un avis mitigé. Et surtout, c'est pas un de mes livres préférés, contrairement aux livres que je vous ai présentés précédemment. Mais ce que j'ai constaté en préparant cet épisode, c'est que c'est aussi très intéressant de réfléchir à pourquoi un livre nous a moins touchés ou pourquoi il nous a déçus, surtout quand il y a plein de bonnes choses dans ce même livre. Ça a été très intéressant pour moi de préparer cet épisode et de réfléchir à ce qui, pour moi personnellement, n'avait pas fonctionné dans ce roman qui pourtant avait beaucoup de choses pour me plaire absolument et qui d'ailleurs a des choses qui me plaisent beaucoup. Et en fait, moi finalement, en tant que future autrice, faut que j'arrête de dire future, en tant que personne qui écrit, donc en tant qu'autrice, eh bien, ça me nourrit aussi dans ma pratique et dans ma réflexion, donc c'est très intéressant. Pourquoi mon avis sur Nos espérances est mitigé ? Alors déjà, il y a une façon très visuelle de le voir, c'est que quand je lis souvent, et quand je sais que je vais chroniquer un livre pour le podcast, et puis même de manière générale, j'aime bien corner des pages, des moments qui me marquent dans un roman, ou alors si juste il y a une citation, quelque chose que j'ai envie de retrouver, un passage, quelque chose qui m'a plu, voire même quelque chose sur lequel j'aimerais revenir plus tard pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir éventuellement m'en inspirer pour ma propre écriture. Alors, je vous parle pas de copier, juste de me dire, tiens, c'est intéressant, comme le dialogue est introduit, il faudrait que je regarde comment il ou elle a fait, je reviendrai voir plus tard. Et là, quand on regarde le roman d'Anna Hope que j'ai lu, eh bien en fait, pendant tout, on va dire que les 2/3 du milieu, il y a plein de marque-pages, et il n'y a rien juste avant et il n'y a rien après. Donc on va dire les 50 premières pages et les 70 dernières pages, eh bien, ne m'ont pas plu. C'est-à-dire que le début, c'était un peu long, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Après, à partir de la page 50, je me disais « Ah non, finalement, c'est génial » et j'ai littéralement adoré le milieu, d'où ma décision de faire ce podcast. Et puis la fin m'a déçue. Tout d'abord, je ne voudrais pas trop vous spoiler l'histoire parce que je vous ai quand même dit pas mal de choses en introduction. Mais comme on peut s'imaginer, ces 3 jeunes femmes, elles vont notamment vivre des histoires de cœur. Et j'ai trouvé au début qu'il y avait notamment entre 2 personnages une tension sexuelle très finement installée, très bien faite, très plaisante. J'en parlais dans le dernier épisode consacré à Call Me By Your Name, qui est vraiment un très très bon exemple du genre. Je trouve que quand c'est bien fait, une tension sexuelle non assouvie entre 2 personnages, ça peut apporter beaucoup de dynamisme à une histoire. Et finalement, alors comment ne pas vous spoiler ? Il y a également des scènes de sexe dans ce livre, et finalement, pour moi, elles sont tombées à plat. Elles n'étaient pas sensuelles du tout, donc c'était carrément un peu gênant, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçue. Donc ça fait partie des choses qui font que ce roman m'avait fait espérer beaucoup, c'est le cas de le dire, et qu'après, pouf, c'est un peu retombé, un peu comme un soufflet. De la même manière, j'ai trouvé que c'était globalement bien écrit, même très bien écrit. Il y a un style assez moderne, il y a de la recherche, il y a de la variation dans le rythme des phrases, c'est assez épuré. Mais il y avait des choses qui, moi, me paraissaient relever d'erreurs presque, j'ai pas envie de dire de débutant, parce qu'en plus, c'est pas du tout une autrice débutante, elle a publié plusieurs romans. Mais par exemple, elle utilise énormément de voix passives, ou alors le verbe être à gogo. Si je devais donner un exemple, si ça vous parle pas trop, la voix passive, c'est par exemple, elle allait dire, le personnage est en train de traverser le parc, et elle va dire, le bruit des feuilles est comme la mer. Et en fait, je sais pas si c'est un très bon exemple, ce que je vous dis, mais c'est assez plat en fait, parce qu'on a le verbe être, alors qu'elle pourrait dire, les feuilles bruissent comme la mer. Et c'est beaucoup plus actif. Bon, mon exemple n'est pas forcément très parlant, je suis désolée. Mais vraiment, souvent, je me faisais la remarque, je me disais, tiens, elle a encore utilisé la voix passive, pourquoi elle fait ça ?
ça fait partie des petites choses qui m'ont gênée. Une autre chose qui était à la fois positive et négative, ce qui fait que mon avis est mitigé, c'est que ce livre, comme je le disais, nous fait pénétrer dans la psyché de ces jeunes femmes de 35 ans. Et il donne à voir des choses importantes, je pense, de notre génération. Il parle du rapport à la maternité, il parle des questions qu'on se pose sur notre évolution professionnelle, sur notre couple, qui sont très intéressantes et qui sont finalement relativement peu traitées dans la littérature, on va dire, générale. Et donc il y avait un côté presque un petit peu réaliste, documentaire, je pense une volonté de refléter quelque chose, une certaine réalité, et souvent c'était très bien fait, mais certaines scènes, il y a eu quelques scènes qui pour moi manquaient terriblement de vraisemblance. Et je ne veux pas vous donner d'exemples concrets parce que je ne veux pas vous spoiler, parce que au global, peut-être que c'est pas clair dans la façon dont je le présente, mais quand même je le recommande ce livre. Hein. C'est juste d'habitude je vous recommande des livres que je recommande à 100%, et là je vous le recommande à 75-80%. Et je pense que le point de déception, on va dire d'effet un peu chaud-froid, le plus important pour moi au cours de cette lecture, c'est que je pensais qu'il y aurait vraiment différents points de vue sur la maternité et sur l'envie d'enfant. Une thématique qui, moi, me semble absolument cruciale pour notre génération, parce que je pense qu'on est de plus en plus nombreux à se poser la question de « mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire des enfants ?» Je crois que c'est un malaise, en tout cas, ou pas forcément une question d'envie, mais une question de aussi « est-ce que je sens que ça pourrait le faire ? Est-ce que je pense que c'est une bonne idée ? Est-ce que j'ai envie de mettre un enfant au monde, dans le monde d'aujourd'hui, etc. » Il y a l'éco-anxiété, il y a plein de choses qui peuvent venir alimenter cette conversation, et je pense qu'elle est plus d'actualité que jamais. Et je croyais que ce roman serait un petit peu subversif à ce niveau-là. Je pensais qu'il allait nous proposer différents points de vue et profiter du fait que nous avons 3 personnages, donc qu'on rentre vraiment dans la tête de chacune et qu'en plus elles n'ont pas toutes le même point de vue. Mais au final, c'est là que la fin m'a beaucoup déçue, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on retombait dans les clichés et que la morale de l'histoire c'était une femme qui n'a pas d'enfant, bah c'est triste. Voilà. Et ça m'a à la fois déçue et agacée. Il y a quelque chose en revanche que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre et qui m'a marquée, et je pense dont je me souviendrai longtemps. Et rien que pour ça, je crois que ça vaut la peine de lire ce livre. C'est que un des 3 personnages, c'est Lisa, est actrice et comédienne. Et en fait, Lisa, eh bien, donc elle a 35 ans et elle avait un avenir très prometteur quand elle était jeune, quand elle avait la vingtaine. Elle avait un super agent qui lui disait « Ah, mais toi, tu vas tourner avec un tel, tu vas tourner avec un tel. » Sa vie était pleine de possibilités et elle avait vraiment tous les ingrédients pour devenir une star. Et au final, là je vous spoil pas en vous le disant, hein, on le sait dès le début, à ses 35 ans, en fait, elle se retrouve à faire des castings pour des spots TV. Elle n'a pas réussi, elle n'a pas percé. Et elle est une actrice qui se voit elle-même comme médiocre. Et c'est assez déchirant, en fait, de rentrer dans la tête de ce personnage qui voit que son heure est passée, et c'est terrible, qui sent que c'est en train de lui glisser entre les doigts, que aussi la tyrannie de la jeunesse chez les actrices, c'est assez bien décrit. Et je pense qu'Anna Hope parle en connaissance de cause, puisqu'elle est elle-même actrice. Il paraît qu'elle a joué dans Doctor Who. J'avoue, je connais très mal Doctor Who, donc je le savais pas. Je l'ai découvert en préparant ce podcast. Mais ça ne m'a pas du tout étonnée de découvrir qu'elle était actrice, parce que on rentre vraiment dans le quotidien de Lisa, les castings, les déceptions, l'espoir. Je trouve que Anna Hope nous décrit très bien l'attente, la torture de l'attente après les castings et la réponse qui met si longtemps à venir, et que plus les jours passent, on passe par tous les états différents, l'espoir, l'euphorie, le désespoir, le je veux plus en entendre parler, l'angoisse. Et ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup plu dans ce livre. Et enfin, ce que j'ai le moins aimé dans ce livre, je pense que c'est que j'avais beaucoup de mal à me faire une image mentale des personnages. Et je pense que c'est parce que la description n'était pas assez précise et marquante. Si vous voulez un excellent exemple de description de personnage en 4 mots et tout de suite vous avez le personnage sous les yeux, ouvrez le premier livre d'Harry Potter et prenez la description de Dumbledore et de McGonagall et paf, vous les avez sous le nez. On a quand même seulement 3 narratrices dans ce roman, c'est pas énorme. Et pendant tout le premier tiers du livre, je vous jure que je confondais Kate et Hannah.
C'est-à-dire pour moi, elles étaient toutes les deux blondes, elles étaient toutes les deux anglaises, elles étaient toutes les deux intello. En fait, pour moi, c'était un peu le même personnage. J'arrivais pas à chaque fois, quand il y avait une scène qui commençait, je me disais, ah, attends, Kate, c'est celle qui habite à Canterbury. Parce que je dis qu'elles sont toutes les trois londoniennes, mais il y en a une qui vient juste, au début du roman, de déménager à Canterbury. Mais bon, tout ça pour dire qu'il m'a manqué, au début du livre, quelques éléments très très marquants qui me permettraient de bien fixer les personnages dans mon esprit. Et ça, pour moi, je pense que c'est un des critères principaux qui font que j'ai eu du mal à rentrer au début dans l'histoire, sur les 50 premières pages. Pour vous prouver qu'il y a quand même des choses très positives dans ce livre, et vraiment j'insiste sur ce point, je vais vous lire un petit extrait. Comme bien souvent, comme c'est un livre en anglais, je l'ai lu en anglais, donc je vais vous proposer un très court passage que j'ai traduit moi-même. Je n'ai pas la traduction française à disposition. Et d'ailleurs, je me rends compte que je me vous ai dit une bêtise dans l'introduction du podcast. En fait, le livre est paru en France chez Gallimard en octobre 2021. En revanche, la version anglaise est sortie en 2019, ça fait déjà un moment. Pardon pour cette petite erreur, voilà qui est réparée. Je n'ai pas choisi au hasard le passage que je souhaite vous lire. En fait, j'ai pris mon livre là et j'ai pris le tout premier marque-page que j'avais posé à la page 47 précisément, c'est-à-dire le moment où je me suis dit « Ah, ça y est, je comprends pourquoi on m'a conseillé ce livre et en fait, je crois que ça va me plaire. » Et ce moment, c'est quand Hannah, qui donc est une des trois narratrices, c'est celle, on va dire, Hannah, c'est un peu la bosseuse, c'est celle qui est, je sais plus, elle est directrice de je ne sais plus quoi, elle travaille dans une grosse ONG. On n'a pas beaucoup de détails sur sa vie professionnelle parce que c'est pas tellement le sujet. Mais c'est une bosseuse, Hannah, elle est très sérieuse, elle fait les choses bien, c'est toujours bien rangé chez elle. Et elle essaye d'avoir un enfant, et notamment elle fait des fives depuis des années. Et donc ça, on va dire que c'est un petit peu ce qui définit son personnage, c'est ce désir d'enfant contrarié et cette grande détresse en fait dans laquelle elle se trouve par rapport à cette situation. Alors que sa meilleure amie d'enfance, Kate, a elle-même un petit bébé qui a, je crois, 7 ou 9 mois dans le livre, et qui, elle, vit plutôt une espèce de burn-out du parent. Son enfant, elle voudrait presque bien pouvoir le passer à Hannah, elle vit assez mal sa maternité. Donc évidemment, c'est très intéressant cette configuration, parce qu'avec ça, Hannah Hope instaure une espèce de conversation impossible à avoir entre les deux meilleures amies, où chacune ne peut pas parler de ce qui la préoccupe le plus en ce moment, parce qu'en fait, elle a vraiment l'impression profonde que l'autre ne comprendrait pas. C'est-à-dire celle qui se dit « Ouh là là, pour l'instant, mon enfant, oui, je l'aime, mais en fait, je préférerais peut-être qu'il soit pas là en ce moment. » Et l'autre qui ne rêve que d'une chose depuis des années, c'est d'avoir un enfant. Et donc dans l'extrait que je veux vous lire, Hannah est dans son appartement et se rappelle quand est-ce qu'elle a emménagé dans cet appartement à Londres, très joli, qu'elle a acheté. Elle se remémore les visites de sa meilleure amie quand celle-ci, Kate, était enceinte. Nous sommes donc dans les pensées de Hannah, à la troisième personne du singulier, au présent. Ils avaient dû jouer des coudes avec 20 autres couples, puis envoyer leur offre par pli recommandé le jour suivant. Avant qu'elle décide de déménager à Canterbury, Kate lui rendait visite. Tout en caressant son gros ventre, elle admirait la vue et s'exclamait qu'Hannah avait bien de la chance. « Ce n'est pas de la chance », aurait voulu lui répondre Hannah. « C'est comme ça que ça marche, la vie. Tu travailles dur pendant toute ta vingtaine, et quand tu arrives à la trentaine, tu as assez pour verser un apport. Il n'y a pas de magie, c'est juste mathématique. » Et je trouve que cet extrait est intéressant parce qu'il montre déjà la personnalité assez rigide, assez rude de Hannah et le côté moi, tout ce que j'ai dans ma vie, c'est moi qui l'ai obtenu. Et toi, tout te tombe tout cru dans le bec, même ton enfant. Et elle parle de son appartement, mais en fait, il y a un sous-texte, et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce passage, où en fait, on sait très bien qu'elle pense à l'enfant. Et au fait de dire, il n'y a pas de magie, c'est juste mathématique, moi je bosse dur, et c'est vrai qu'elle bosse dur pour l'avoir, son enfant. Elle bosse dur à faire ses fives, elle bosse dur à ne pas fumer, à ne pas boire, à faire très attention à ce qu'elle mange. On ressent juste dans ces quelques lignes toute la frustration de Hannah de faire tous ces efforts et de ne quand même pas avoir d'enfant, alors que Kate, elle est tombée enceinte, mais je crois même qu'elle est tombée enceinte sans faire exprès. Je trouve aussi que c'est intéressant qu'elle pense ça plutôt que de le dire à son amie. Parce que finalement, ça, nous, en tant que lecteurs, on sent que c'est une bombe à retardement, ces pensées de Hannah, qu'elle pense, mais qu'elle ne dit pas à son amie, et on sent qu'à un moment, ça va péter.
Et ça, c'est, je trouve, très puissant. Ça fait partie des choses qui sont très réussies dans ce roman. Et également, si j'ai choisi, je pense, la raison pour laquelle j'ai mis un marque-page quand j'ai lu ce passage, c'est parce que moi-même, ça m'a un peu titillé. Et c'est intéressant. Sur là où j'en suis, à un niveau très personnel, à 29 ans bien sonné, tiens, est-ce que moi j'ai bossé dur ? Est-ce que je suis dans la même vision de la vie que Hannah, etc. Donc voilà pourquoi ce passage m'a intéressée. Aujourd'hui, côté écriture, je reste vraiment dans la continuité de ce que je vous disais côté lecture, puisque je voulais vous parler un petit peu de tout ce que cette lecture de Nos Espérances, de Expectation, m'a apporté pour mon manuscrit actuel. Donc moi, j'écris également un roman avec plusieurs narrateurs. Hannah Hope en a 3, moi j'en ai 5. Ce sont également des amis d'enfance. Pendant le roman, ils ont entre 13 et 21 ans. Donc ils sont quand même plus jeunes, mais ça parle quand même de décisions, d'entrée dans l'âge adulte, de choix de vie. Ça parle aussi beaucoup bien évidemment d'amitié et d'amour. Il y a donc beaucoup de thématiques et aussi de formats en commun. Et vous vous doutez donc qu'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de lire ce livre en ce moment, c'est aussi parce que je voulais voir comment elle avait fait, comment elle avait géré ses différents narrateurs. Et d'ailleurs, dès les premières pages, j'étais ravie de constater qu'Hannah Hope avait choisi d'écrire au présent, ce qui est également mon cas. Et j'étais aussi très intéressée de voir qu'elle avait donc ces 3 narratrices, mais qu'elle écrivait à la 3e personne du singulier, c'est-à-dire qu'elle disait « elle ». Elle disait « Kate fait ceci, Lisa fait cela ». Même quand on était du point de vue de Kate ou de Lisa. Donc ça m'a beaucoup intéressée parce que ce n'est pas le choix que j'ai fait moi pour l'instant. Chacun de mes chapitres, je les écris au jeu, donc chaque personnage, quand c'est son tour de prendre le mic, il dit « je ». Mais c'est des choses qui, à la réécriture, des fois peuvent changer, donc ça m'avait intéressée aussi de regarder comment Hannah Hope avait fait avec ça. Et de manière générale, je suis persuadée que lire comme une écrivaine, c'est très très important pour s'améliorer, et pour apprendre l'art de l'écriture. Et ce que je constate personnellement, c'est que chaque fois que j'apprends une nouvelle technique, que j'écoute un podcast sur une thématique particulière, après ça nourrit mes lectures et que je ne lis plus les livres de la même façon. Et même il m'arrive de relire des livres que j'ai déjà lus plusieurs fois, parce que j'adore relire mes livres préférés. Et quand je les relis, eh bien j'arrive encore à les relire avec une lecture totalement différente, parce qu'entre-temps, j'ai écouté un podcast sur la façon d'introduire les dialogues, ou alors la façon de terminer les chapitres. Et je me dis, je relis, je sais pas moi, un Harry Potter que j'ai déjà lu 5 fois, et je me dis, ah punaise, c'est comme ça qu'elle a fait pour terminer son chapitre. J'avais jamais fait attention. Ou tiens, c'est comme ça qu'elle introduit ses dialogues. Ah bah c'est intéressant, et ah tiens, on va regarder comment est-ce qu'elle fait ceci, cela, parce que j'ai écouté un podcast là-dessus l'autre jour. Donc tout ça pour dire que je trouve que lire est absolument indispensable, se former est indispensable, écrire aussi, bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est un peu la triade magique où tout s'alimente et ça fait un cercle vertueux. À ce propos, je dois préciser que je pense que j'ai à la fois la malchance et la chance de lire très lentement. L'autre jour, j'ai une copine qui m'a donné un petit texte à lire sur son portable. Puis elle me regardait, elle me disait « Mais tu fais quoi ?» Je disais « Mais je suis encore en train de lire là en fait. » Et moi, je lis très lentement. C'est à la fois une malchance parce que j'adore lire, plein de livres que j'ai envie de lire, mais en fait, j'en lis, je sais pas, 2 par mois, c'est très peu pour quelqu'un qui lit tous les jours. Mais en fait, je passe de très 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 nombreuses heures à lire un seul livre. Et en même temps, je pense que c'est ma chance parce que, sans faire exprès, je suis très attentive du coup à ce que je lis. C'est-à-dire que je ne sais pas lire autrement, je ne sais pas lire vite. Je suis très analytique. J'analyse ce que je lis, je peux pas m'en empêcher. J'ai même une déformation terrible aussi depuis quelques années, depuis que je me suis vraiment plongée dans l'écriture, qui est que je réécris ce que je lis. En fait, je corrige en lisant. Je me dis, ça, par exemple, ça me l'a beaucoup fait avec Hannah Hope, le fait qu'elle utilisait la voix passive, et j'étais là, non. Et hop, je retournais la phrase, je la mettais à la voix active, je disais, ah oui, ça me va mieux. Bon, ça, c'est mon côté psychopathe, psychopathe de la lecture. Donc ça fait que je lis très lentement, mais en même temps, je pense que tout ce travail qui se fait un petit peu en arrière-plan dans ma tête de façon totalement involontaire, eh bien finalement, ce travail-là, je pense qu'il nourrit ma pratique d'écriture. Et j'avais envie aujourd'hui de faire quelques zooms sur ce que la lecture de Expectation m'a apporté pour mon manuscrit actuel. La première chose concerne naturellement les narrateurs et narratrices multiples. Et je me suis dit, fais attention à bien les différencier. Sinon, c'est très désagréable. Le fait que moi, au début, je confondais tout le temps Kate et Hannah,
c'était vraiment très gênant parce que j'étais obligée de revenir en arrière pour me dire « Attends, c'est qui Kate déjà ? Attends, Hannah, c'est qui déjà ?» Alors que je lis très lentement, donc je suis une lectrice attentive, donc j'étais concentrée. Mais je me plantais quand même, et ça, c'était super agaçant. Alors, je précise, ça me l'a fait qu'au début du roman, peut-être pendant 50 pages, mais pour quelqu'un qui lit lentement, 50 pages, c'est très long. Alors, sachant que moi, j'ai non pas 3, mais 5 narrateurs, je me dis « Ouh là là, gros warning, vraiment la grosse lumière rouge qui s'allume. Faudra vraiment que tu fasses attention à ce que les gens ne soient pas perdus quand ils lisent ton roman, parce que j'ai pu constater de première main à quel point c'est désagréable. Et donc, je me suis notée de bien les différencier dans l'apparence, dans la personnalité. Ça paraît basique, mais en fait, là, le fait qu'elles étaient toutes les deux blondes, toutes les deux intello, et qu'elles avaient à peu près les mêmes aspirations dans la vie, à part sur la question de la maternité, moi, ça m'a vraiment pas aidée à les différencier. Et aussi, il y a la question du nom. Il y a un petit piège avec Kate et Hannah. Quand on entend les deux noms, ça sonne pas pareil, mais par contre, sur la page, les deux ont un A. Et Hannah en a même 2. Et en fait, c'est assez gênant. Et là, quand j'ai constaté ça, je me suis pris un fou rire. Parce que donc, moi, je sais qu'il va falloir... De toute façon, je change souvent les noms de mes personnages en cours de réécriture, mais là, je sais qu'il va falloir que je les change, parce que c'est exactement l'erreur de base que j'ai faite. C'est-à-dire que j'ai 5 narrateurs, et ils ont tous un ou plusieurs A dans leur prénom. C'est-à-dire que j'ai Sam, Nat, Camille, Anna et Adrien. Ça ne va pas du tout. Donc voilà, déjà, première leçon, merci Anna Hope, je ne ferai pas cette erreur-là. La deuxième leçon très importante que j'ai tirée de cette lecture, c'est de faire attention à la chronologie bousculée. Parce que, en fait, Anna Hope, elle a donc cette fameuse année des 35 ans, et elle a entrecoupé le récit du présent par des flashbacks qui étaient rendus visibles sur la page par le fait que ces chapitres-là, ils étaient écrits en italique. Donc on sentait que c'était une volonté d'aider le lecteur, la lectrice à pas se perdre. Effectivement, moi, ça m'a aidé à repérer que c'était des flashbacks. Mais même comme ça, j'avais beaucoup de mal à me repérer dans à quel point le flashback était ancien. Est-ce que c'était il y a 2 ans ? Est-ce que c'était il y a 10 ans ? Et ça m'a quand même un petit peu perturbée, alors que normalement, d'habitude, c'est pas forcément quelque chose qui me gêne. J'ai rien par principe contre les flashbacks. Mais en tout cas, ça m'a poussée à me dire, il faut que ça soit vraiment bien fait et il faut vraiment qu'on aide les lecteurs à pas être perdus. Et aussi, une deuxième chose, c'est que je me suis dit, il faut vraiment qu'ils viennent enrichir l'intrigue du présent, parce que sinon, ça fait que ralentir la lecture et finalement, on s'ennuie. Et moi, je me surprenais à avoir un peu envie, alors je ne passe jamais, j'arrive jamais à passer, à sauter des passages quand je lis, ça j'en suis incapable. Je sais très bien abandonner des livres en cours de route, quand j'en ai vraiment trop marre, j'abandonne et je lis plus du tout. Par contre, sauter des passages, ça non, j'y arrive pas du tout. Et là, j'avais envie un petit peu, pendant les flashbacks, j'avais envie de revenir au présent pour que l'histoire continue d'avancer. Donc je me suis dit, moi qui avais aussi envie de faire une chronologie bousculée comme ça, où j'alternerais le présent et le passé, eh bien, j'aurais bien ça en tête quand je le ferai. Troisième chose, je le mentionnais tout à l'heure, c'était tout ce qui était voix passive et le verbe être. Je trouve que ça passe assez mal, en particulier au présent. Quand on dit dans le parc le bruit des feuilles est comme la mer, c'est un peu bizarre. Ça passe peut-être mieux au passé. Dans le parc, le bruit des feuilles était comme la mer. C'est un peu plus... Avec l'imparfait, c'est un peu plus contemplatif. Mais bon, c'est quand même toujours mieux quand on dit dans le parc les feuilles bruissent comme la mer, je trouve. Et bon, je suis pas la seule à le dire, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans les cours d'écriture. Enfin bref, c'est quelque chose que je retiens. Et enfin, ça paraît évident, mais il faut soigner le début et la fin, parce que c'est le début qui fait qu'on s'accroche à l'histoire et qu'on rentre dedans, et qu'on va pas reposer le bouquin. Et la fin, eh bien, ça paraît très injuste, mais en fait, c'est ça qu'on retient. Et je dois dire que ce livre, j'ai adoré les 2/3 du milieu. En fait, j'aurais pu complètement oublier le début un peu laborieux si la fin avait été dans le même esprit que le milieu. Mais parce qu'il y a eu ce petit décrochage pour moi sur la fin, où j'ai eu de la déception, où je me suis dit, tiens, on tombe un petit peu dans des clichés, des choses qui un peu me déplaisent personnellement. Eh ben, c'est ça que je retiens malheureusement, et c'est dommage parce qu'en fait, j'ai passé des très très bons moments de lecture en lisant ce livre. Surtout que, comme je lis très lentement, ces 2/3 du milieu, j'ai passé beaucoup de temps dessus, et pendant que je les lisais sur mon balcon avec un petit thé, j'étais la plus heureuse du monde. Donc voilà ce que je retiens, pas foirer la fin. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à.
Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 9 de la page sensible. Est-ce que vous aussi vous aviez de grandes espérances pour ce livre de Hannah Hope ? Est-ce qu'elles ont été plutôt satisfaites, plutôt déçues ? Est-ce que vous pensez qu'on puisse pardonner une fin ratée à un roman dont le milieu est génial, ou en tout cas dont les 2/3 sont géniaux ? Franchement, moi je me pose encore la question. Si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur le blog du podcast, il y a toujours un article pour chaque épisode. Ou bien contactez-moi via Instagram, @lapagesensible tout attaché, car wouhou, j'ai créé mon compte Instagram, grande nouveauté de cette semaine. Et pour recevoir des recommandations exclusives de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai d'un de mes auteurs préférés d'amour chéri, méconnu de ma génération, et auquel je voudrais redonner toutes ses lettres de noblesse. Il s'agit de Bernard Clavel, un auteur qui d'ailleurs a beaucoup écrit sur la région où j'ai grandi, c'est-à-dire Rhône-Alpes. J'ai vraiment hâte de vous en parler. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.